Aujourd'hui, je vous invite à Saint-Brieuc, plus spécifiquement au centre hospitalier, dans le service de coordination du prélèvement d'organes et de tissus. Je remercie d'ailleurs la direction du centre d'avoir autorisé cette rencontre avec Claude et Christelle qui sont infirmières dans le service et elles ont toutes deux accepté de nous parler de leur travail au sein d'une équipe mobilisée 24 heures sur 24. Qu'il s'agisse des procédures médicales, de la communication avec les familles des donneurs potentiels, du compte à rebours ou de la logistique complexe de tous les intervenants impliqués dans les prélèvements et les greffes, cet échange nous offre une perspective unique et profondément humaine sur une réalité médicale qui chaque jour fait la différence entre la vie et la mort. Bonne écoute! Bienvenue dans Ainsi va la vie, le podcast ressources pour parler sans tabou de la mort et du deuil. Et oui, pourquoi éviter ces sujets alors qu'ils nous concernent tous ? Je suis Gaëlle Guigny, praticienne de shiatsu et accompagnante du deuil, curieuse et passionnée par les rencontres qui nous font grandir. Dans chaque épisode, je reçois un ou une invitée qui nous partage son histoire, son expérience, son regard. Ces témoignages nous donnent des clés pour mieux surmonter les pertes dans nos vies et traverser nos deuils en conscience. Nous abordons ensemble des sujets essentiels, profonds, délicats, qui bousculent parfois, mais qui toujours nous rappellent à notre humanité. Ainsi va la vie, c'est le podcast qui nous rend plus vivants. Bonjour Claude. Bonjour. Bonjour Christelle. Bonjour. Merci de me recevoir dans ce service de coordination du prélèvement d'organes. Est-ce que pour rentrer directement dans le vif du sujet, vous pouvez me dire ce qu'est ce service ? Qui commence ? Je peux commencer. Juste pour présenter le service, en effet, c'est une petite unité de l'hôpital qui est partagée avec d'autres activités. Donc chacune a un temps partiel. Et on est 5 personnes à faire partie de la coordination. Et 2 personnes en plus qui font des astreintes, qui nous aident à faire des astreintes, parce que la coordination des prélèvements d'organes, en fait, c'est une disponibilité 24 heures sur 24, ce qui fait qu'en dehors de nos horaires de travail, il y a toujours une personne qui est d'astreinte. Donc on est plusieurs infirmières, et nous avons aussi un médecin responsable qui travaille à mi-temps avec nous au quotidien. Alors j'ai eu l'occasion de regarder un formidable film qui s'appelle Réparer les vivants, que je recommande d'ailleurs aux personnes qui nous écoutent et qui s'intéressent au sujet. Et on y voit l'engagement du personnel soignant au moment où un don et donc un prélèvement d'organes est possible. Vous êtes toutes deux infirmières et c'est vrai que j'avais vraiment envie d'entendre votre voix parce que c'est aussi grâce à vous que des vies sont réparées justement. Alors pourquoi un service de coordination ? Comment est-ce que vous travaillez ? Avec quel service, etc. Nous, on va travailler surtout avec le service des urgences, de la neurologie et aussi le service de réanimation en ce qui concerne les patients en mort encéphalique. En fait, on va être appelé par ces services parce qu'il y aurait un donneur potentiel d'organes et de tissus. D'accord. Donc en fait, s'il y a eu un accident et qu'il y a un défunt en situation de mort encéphalique aux urgences, on vous appelle directement, c'est ça ? En fait, il y a des critères bien spécifiques que nous on a mis en place. En fait, on a des procédures pour lesquelles qui doivent être suivies. Et en fait, les causes de mort encéphalique, c'est surtout des accidents vasculaires cérébraux, hémorragiques ou ischémiques. Ça peut être aussi dans les suites d'un arrêt cardiaque. Et ça, c'est les principales causes en fait de la mort encéphalique qui peuvent entraîner la mort encéphalique, pas à chaque fois, mais et sinon il va y avoir aussi des traumatismes crâniens qui sont dus à des accidents de la voie publique ou des accidents au domicile, en fait, des chutes par exemple, qui peuvent entraîner la mort encéphalique. Quand vous dites ischémique, pour les personnes qui ne connaissent pas ce mot, ça veut dire quoi ? En fait, c'est un caillot qui va boucher une artère et qui fait que le cerveau va plus être irrigué. D'accord.
Mais en fait, pourquoi est-ce que c'est la mort encéphalique spécifiquement qui permet le don d'organes? C'est quoi l'explication physiologique? En fait, la mort encéphalique, c'est la mort du cerveau. En fait, il n'y a plus de circulation cérébrale dans le cerveau, et c'est ça qui fait que la mort va être déclarée, parce que sans cerveau, en fait, la vie, elle est pas possible. Donc, si vous voulez, une personne en mort encéphalique, c'est quelqu'un qui va être en réanimation et qui va être sous assistance respiratoire en vue de réanimer les organes, en fait, pour conserver les organes en vue d'un don d'organes. Donc en fait, on garde la personne physiologiquement active pour que le prélèvement soit possible. Et en fait, si elle n'était pas gardée sous assistance respiratoire artificielle, sous combien de temps le prélèvement ne serait plus possible? Elle meurt rapidement, en fait, parce que sa respiration va finir par s'arrêter et du coup, elle va décéder. J'imagine que quand on vous appelle, le compte à rebours est lancé. Qu'est-ce qui se met en place? Qui est-ce qui intervient en premier? Comment ça se passe? Beaucoup, beaucoup de choses. En effet, quand on est appelé, la plupart du temps, c'est donc les urgences, comme a dit Claude, mais on peut partir directement même du coup de la réanimation, puisque si notre patient est déjà en mort encéphalique, et il est en réanimation. Et après l'appel du médecin, notre travail commence notre travail commence activement dans le sens où on a eu des formations par l'agence de biomédecine, nous, sur la procédure à suivre. Donc, on a un contact jusqu'à la fin du prélèvement, si on va jusqu'à la fin du prélèvement d'organes. On travaille avec l'agence de biomédecine régionale. On a un interlocuteur au téléphone, H24 aussi, qui va nous aider à faire le dossier, en fait, de cette personne qui pourrait donner, parce qu'en fait, il y a une évaluation de fait au niveau de l'hôpital sur un potentiel donneur, mais il y a une évaluation aussi de valider, évidemment, par l'agence de biomédecine pour pouvoir proposer, en fait, les organes à la greffe. Et eux, ils sont à distance, ils sont pas sur l'établissement, ils ont pas le patient proche d'eux, donc en fait, ils vont pouvoir faire un dossier éligible à partir de tout ce qu'on va leur donner, leur apporter, en fait, comme information, quoi. Donc en fait, notre travail, nous, c'est avec le réanimateur ici, avec la radiologie parce qu'on va faire des bilans radiologiques, un laboratoire évidemment parce qu'on va faire des bilans aussi sanguins. La première partie du travail, c'est de qualifier en fait un petit peu tous les organes, c'est-à-dire est-ce que c'est vraiment un patient qui peut donner ses organes en vue d'une greffe. Il n'y a pas de contre-indication, il n'y a pas de pathologie. On va étudier le dossier, on va voir aussi comment évolue le patient parce que des fois c'est grave, voire proche vraiment d'un arrêt avant même qu'on puisse envisager un don d'organes puisque son état est trop fragile. Elle est fragile, la mort encéphalique en fait c'est un état très fragile qui dure très peu de temps, donc c'est toute cette évaluation qui va permettre déjà d'évaluer la possibilité de faire. Donc il y a cette partie médicale qu'il faut déjà débrouiller quelque part. Et ensuite, il y a la phase où on va essayer de recueillir son positionnement au patient et du coup, c'est une autre étape avec la famille. Tout ce travail-là, vous le faites avant de faire la demande aux proches ? Souvent, tout ça, c'est un petit peu en même temps, en fait. Ouais. Parce que des fois, on est appelé par la réanimation, par le réanimateur, et on va commencer à regarder le dossier, voir si on trouve pas des contre-indications au don qui fait qu'on pourrait pas aller plus loin. On va appeler le médecin traitant. Tout ce qui va être ressource pour nous pour avoir le plus d'informations possible sur le patient, on va s'en servir. Après, quand le patient est mort encéphalique, aussi en même temps, des fois, dans l'interfaite, il y a aussi la famille qui arrive, et donc cette famille, il faut la recevoir parce qu'on va pas les laisser patienter, de finir le dossier, de voir toutes les choses qu'il y a besoin avant de voir la famille. Donc tout ça se fait aussi un peu en même temps. D'accord. En général, il y a une annonce qui est faite par le réanimateur sans la coordination pour dire que la situation est très grave. Voilà déjà une première approche pour les préparer, et puis parfois c'est dans le même entretien si la famille dit qu'est-ce qu'on fait maintenant, ou parfois dans un deuxième entretien on va aborder le sujet du don d'organes. Voilà. Ok. Et ça peut aussi se faire tout se fait un peu en même temps, quoi.
Puis à chaque fois, c'est une histoire différente et c'est vrai qu'il y a des étapes qui se chevauchent, c'est pas voilà carré. C'est vraiment, on sait qu'il y a des choses à faire. Enfin, il y a des étapes évidemment à valider, mais c'est vrai que des fois ça se chevauche. On peut avoir une famille qui est d'emblée pense à cette situation avant même qu'on ait envisagé de faire l'entretien et qui peut aborder le sujet avant même qu'on ait programmé l'entretien. Et on s'adapte évidemment. Oui, bien sûr. Et est-ce que vous consultez immédiatement le registre national des refus? Alors, ce registre, il n'est pas forcément consulté avant d'avoir vu la famille, selon les situations, mais en tout cas, c'est une interrogation qui est obligatoire. Médico-légal, on est obligé de l'interroger, ce registre national des refus. Sinon, on ne pourra pas continuer la démarche du don. D'accord, donc c'est vraiment une des premières étapes pour être sûr que ce que vous allez faire après ait du sens et que ensuite ce soit corroboré par la famille ou les proches. Et ça m'amène à une question importante. Est-ce que vous êtes formés pour approcher les familles et leur annoncer, j'ai bien compris, hein, qu'a priori, elles sont déjà informées, de la mort encéphalique, mais comme ça se juxtapose avec, la demande de dons, c'est quand même terriblement délicat. Comment est-ce que ça se passe? Parce que c'est une question que beaucoup de personnes se posent. Ouais, évidemment, on a beaucoup de formations avec l'agence de biomédecine, avec des entretiens entre nous en formation ou en simulation sur tous les rôles de chacun parce que c'est pas non plus facile pour le médecin qui nous accompagne. Et puis il y a on prend connaissance de la situation familiale aussi avant même d'aller à un entretien. On prépare l'entretien en fait. On prépare l'entretien avec les infirmières qui est proche du patient en réanimation qui a eu déjà la famille depuis les quelques jours ou quelques heures qui ont précédé la mort encéphalique, et puis avec le réanimateur qui va faire l'entretien avec nous. Il y a toujours, il faut quand même avoir le contexte en tête, avec évidemment tout ce qui s'est passé au niveau, qu'est-ce qui a provoqué cet état pour le patient, et avec ces données, on structure un entretien, sachant qu'il y a toujours en effet une reprise de ce qui a été dit, en fait, par le médecin qui, dans l'idéal, a eu un entretien préalable. On essaye de faire en 2 étapes sur la situation médicale du patient avec une impasse thérapeutique et puis un décès cérébral du coup, mort encéphalique. Il faut déjà qu'on soit vraiment certain qu'ils aient compris que la personne dont on va parler pour un don d'organes est décédée. Ouais. Tout a été fait pour le sauver, mais Voilà. malheureusement, ça n'a pas été possible. On se pose plus la question de la traiter. D'accord. C'est clair on n'a pas à intervenir avant que, il y a une autre situation d'annonce anticipée, mais ça, on va pas en parler aujourd'hui. Mais c'est vraiment, il faut qu'on s'assure que la famille, les proches qu'on reçoit, aient bien compris la situation, c'est-à-dire que leur proche est décédé, quoi. Ça, c'est un impératif, quoi. On les fait parler pour voir si ce qui a été raconté, ce qu'ils ont entendu depuis les entretiens qu'ils ont eus, voire dans la chambre avec les professionnels, s'ils ont bien compris la situation et que on va parler après d'un don d'organes, un éventuel don d'organes, seulement s'ils ont bien compris que là, c'est le service de réanimation pour leurs proches, c'est en vue d'un don d'organes, mais il y a plus du tout de thérapeutique possible, quoi. Oui, c'est le plus difficile, ça, en fait, de voir un être cher sous assistance respiratoire, parce que ça laisse penser qu'il est possible de le sauver. Ouais, parce que la personne, elle va être chaude, on va voir son cœur battre sur le scope, et la respiration qui se fait grâce à la machine. Donc tout ça, pour eux, c'est troublant aussi et c'est difficile à accepter quelque part, quoi. Ouais, qu'il y a plus d'espoir et alors à partir de ce moment-là où il y a cette annonce, il y a soit refus ou soit acceptation. Du patient. On recherche le positionnement du patient. Ah exact, oui c'est vrai, merci de le préciser. C'est le témoignage, nous on recherche un témoignage du patient. Soit il s'était positionné, ça avait été clairement dit et dans la famille, c'est rapporté par les proches. La difficulté, évidemment, c'est quand il n'y a pas eu de discussion sur ce sujet, c'est de rechercher ce
qui aurait rapproché le plus l'avis du patient sur ce sujet, quoi, en fait. Donc c'est une discussion avec les proches, mais jamais on va demander l'autorisation aux proches. On va demander ce qu'ils auraient pensé si la discussion avait été abordée, enfin ce qu'il aurait pu dire ce patient si la discussion avait été abordée en fait en famille. L'important c'est de prendre le temps avec la famille, de discuter, d'échanger sur la vie du patient et est-ce que donner ses organes aurait été compatible avec sa personnalité. D'essayer de les aiguiller sans nous leur donner un avis pour ou contre, parce que nous, ce qui est important pour nous, c'est de recueillir l'avis de la personne en fait décédée. Donc pour nous, c'est ce qui importe le plus, que ce soit oui ou non. C'est voilà, chacun a le droit d'être contre. Enfin, on a le droit d'être pour, on a le droit d'être contre. Et l'important, c'est qu'est-ce que la personne elle en aurait pensé. Pour nous, un entretien qui est bien mené, c'est à la fin de l'entretien, on sait ce que la personne en aurait pensé. Et pour nous, c'est important. On n'a pas de jugement, on n'a aucun jugement là-dessus. Hein. On est vraiment impartial à ce sujet. Est-ce que cet entretien, il se fait en plusieurs phases si les proches sont trop sous le choc et vous laissez un petit peu de temps? Parce que vous êtes quand même dans une course contre la montre finalement. Il faut prendre le temps et il faut que tous les proches qu'il y ait une discussion. Il ne faut pas que ce soit la décision d'un. Si on essaye de déterminer ensemble toutes les personnes qui peuvent intervenir dans cette discussion, parce que c'est vrai qu'il y a les familles recomposées, il y a des personnes qui ne se sont pas vues ou qui se sont pas parlé depuis longtemps. Hein. Lors d'un deuil, on se rend compte qu'il y a des fois des conflits anciens, des fois évidemment il y a des grandes familles et ça se passe très bien. Enfin, en tous les cas, il est important qu'il y ait une discussion entre tous les membres de ses proches. Enfin, c'est pas forcément la famille d'ailleurs, hein, c'est vraiment les proches du quotidien de cette personne, et qu'il y ait une discussion pour que la réponse en fait qu'on leur demande sur ce qu'aurait pensé le patient soit partagée, quoi. On peut pas envisager un don d'organes avec un conflit familial pour de l'entretien, quoi. Et quand il y a une indécision, qu'est-ce que... Alors là, ça peut se faire en plusieurs étapes. Il peut y avoir aussi une recherche d'un autre proche qui est absent à ce moment-là. Et ça nous arrive plusieurs fois d'ailleurs d'attendre une personne qui habite plus loin pour qu'elle soit là pour cet entretien et puis cette décision. Et on s'adapte, évidemment. C'est ça. En général, on trouve toujours dans un temps possible. Et puis, il faut savoir alors c'est une urgence, mais on a quand même le temps. Parce que une démarche de don d'organes, ça se fait pas en 12 heures. Ça va prendre 24, 48 heures. Parfois jusqu'au bloc opératoire. Donc, pendant ce temps-là, si on n'a pas de décision familiale, on peut quand même continuer la démarche de don. Et puis voilà, on avise une fois que la décision a été prise et qu'on a l'avis de la personne. Ah oui, parce que moi je m'imaginais, si par exemple ça se passe en pleine nuit, vous appeliez toute la famille la nuit. Enfin, c'est peut-être ce qui se passe parfois d'ailleurs, non? Selon les familles. C'est selon les familles. Il y en a qui ne se déplacent pas avant le lendemain matin, d'autres qui arrivent tout de suite. C'est vraiment, on n'a pas un cas, c'est vraiment que des cas différents en fait. J'ai appris aussi, et ça je l'ignorais avant de faire cette série d'épisodes sur le don d'organes, que les donneurs pouvaient avoir choisi et listé les organes qu'ils acceptaient de donner. Donc j'imagine que tout ça c'est dans le fichier. Ça c'est dans le registre national des refus. Sur ce registre, en fait, si on est contre, par exemple, ne pas donner son cœur, on peut aller sur ce registre pour s'inscrire, pour dire je veux juste pas donner mon cœur, ou alors je veux pas donner un tissu, ou alors je veux bien donner, mais pas à des fins scientifiques, par exemple. Ça aussi, on peut cocher. D'accord. Le registre national, c'est à des fins thérapeutiques, scientifiques, et il y a aussi autopsie. Si on veut pas être autopsie, on a le droit de le notifier grâce à ce registre. Ah, je savais pas. On peut aller voir sur le site internet. Hein, c'est registre des refus, et il y a un site et tout est bien spécifié. Une fois que l'acceptation a été confirmée et que vous êtes sûr que vous pouvez prélever, comment ça se passe? Eh ben en fait, l'agence de la biomédecine, qui est une agence d'État, qui est sous le ministère de la Santé aussi. Donc tout ça c'est bien réglementé. En fait, c'est eux qui vont gérer. C'est eux qui gèrent la greffe
et le prélèvement et la greffe en France en fait. Donc nous, quand on a fait tout notre dossier avec eux, qu'on a tout rempli sur un logiciel bien spécifique, que tout est validé, ben eux ils vont proposer, ils vont nous dire quel organe ils proposent à la greffe. Selon tous les bilans les examens qu'on aura pu faire. Et après, ben c'est ce qu'on appelle, c'est la répartition qui va se lancer, c'est-à-dire que tel organe va être proposé à la greffe, et après tout ça s'envoie sur le pôle national de répartition des greffons, qui elle va gérer la liste de greffe en fait. Il y a des listes. Il y a une proposition pour un patient particulier qui est faite au médecin qui suit le patient. Et soit il accepte, voilà, soit il refuse. soit ça repasse du coup à quelqu'un d'autre. Voilà. Si je comprends bien, alors, c'est que quand vous avez identifié les organes qui peuvent être prélevés, vous accédez... Alors pas nous, c'est vraiment l'agence de biomédecine. On n'a que le résultat, nous. Donc l'agence de biomédecine identifie qui pourrait recevoir, s'il y a des ultra-urgences. Voilà, exactement. Et puis au niveau histologique, biologique, évidemment, au niveau compatibilité, il y a différents critères. Hein. C'est un logiciel un algorithme qui est géré par l'agence de biomédecine. Et en effet, les organes sont proposés à des équipes de greffe qui refusent ou acceptent. Si c'est refusé, c'est reproposé à une autre personne, une autre équipe de greffe. Et au bout, bien quand c'est accepté, en fait, cette équipe de greffe prend contact avec nous pour organiser le bloc opératoire en fonction de nos contraintes, nos possibilités, nos contraintes de bloc, et puis eux aussi, parce qu'en fait, c'est les équipes de greffe qui se déplacent à Saint-Brieuc pour prélever l'organe et le ramener. Ah d'accord, le prélèvement n'est pas réalisé par une équipe interne qui mettrait les organes à disposition. Sauf les reins en fait. Les reins, on a plus de temps pour les greffer, donc en fait il n'y a pas d'urgence à faire un transport immédiat après le prélèvement, et c'est géré par les chirurgiens locaux et par nous au niveau du transport. Ok. Notre rôle à nous en fait, ça va être de coordonner toutes ces équipes qui vont arriver, et aussi de faciliter leur arrivée et leur départ, et aussi de programmer avec le bloc opératoire d'ici, voir quelles sont les disponibilités du chirurgien, de l'anesthésiste, des équipes de bloc, pour voir à quelle heure on peut programmer ce bloc opératoire, et puis après informer toutes les équipes qui doivent venir. D'accord. Tout ça, ça prend du temps, et ça peut pas se faire dans l'heure qui suit, par exemple. On est obligé de prévoir selon d'où viennent les équipes et leur temps de transport. Soit ils viennent en avion, soit ils viennent en voiture. Et tout ça, c'est à nous d'organiser, d'envoyer un taxi les chercher à l'aéroport, par exemple. Il y a aussi des fois des conditions météo qui fait que ils peuvent pas arriver à l'aéroport de Trémuson, mais on est obligé d'aller les chercher à Rennes. Donc tout ça, ça augmente les temps, et c'est à nous de faire en sorte qu'ils repartent aussi le plus vite possible, puisque chaque organe, il y a un temps limité pour le greffer. Et puis, plus un organe va être greffé tôt, plus il aura une reprise après derrière, il fonctionnera mieux, quoi. Et s'il y a plusieurs organes, ça veut dire qu'il peut y avoir plusieurs équipes qui viennent de régions différentes, par exemple, et qui se déplacent pour venir prélever ici? Tout à fait. Ça peut être 3 ou 4 équipes qui peuvent venir. Ok. À un moment du bloc opératoire, il peut y avoir 4 fois 2, parce que souvent ils viennent avec un médecin et puis un interne. Beaucoup de chirurgiens internes dans le bloc opératoire, oui, tout à fait. Et les prélèvements, est-ce qu'ils sont faits simultanément, ou c'est les uns après les autres en fonction des organes? Chacun fait sa préparation en fait. Enfin, le chirurgien local commence en fait à préparer le site opératoire, et puis après, dans un ordre bien défini, en fait, les chirurgiens extérieurs viennent préparer chacun à leur étage. Et pareil, dans un ordre bien défini, en fait, ils repartent avec l'organe qui a été prélevé. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'intervention chirurgicale, elle va durer plusieurs heures, donc c'est quand même assez long. Ça peut être 4 heures, mais ça peut être 8 heures aussi. Donc c'est quelque chose qui dure longtemps, parce que il faut préparer les organes qu'on va explanter en fait, qu'on va prélever. Donc en fait, c'est une intervention qui va respecter toutes les règles d'asepsie et d'intégrité du corps. Et le don d'organes, c'est quelque chose qui ne se voit pas.
c'est une intervention chirurgicale comme une autre, avec les mêmes cicatrices. Il y a vraiment pas de différence, quoi. On prend soin du corps pareil que si c'était quelqu'un d'autre. Et après, il y a bien possibilité de faire des soins de thanatopraxie ou de préparer la personne décédée pour les funérailles, comme pour... Comme pour un autre décès. Exactement pareil. À quel moment le corps est remis? Parce que vous disiez que ça peut durer 48 heures. C'est au terme de ces 48 heures-là que le corps est remis aux proches. Comment ça se passe? À la fin de l'intervention chirurgicale, Oui. le corps, la famille peut revenir voir son proche en fait en réanimation. Nous à Saint-Brieuc, c'est comme ça que ça se passe. Après le bloc opératoire, la personne décédée redescend en réanimation et les proches peuvent revenir se recueillir s'ils le souhaitent, le temps qu'ils veulent. Et nous, souvent, on leur demande avant, est-ce qu'ils souhaitent qu'on les appelle à la fin du bloc opératoire pour leur dire quel organe a été prélevé, a bien été prélevé, parce qu'en général, s'ils le veulent, on leur dit quel organe va être prélevé avant. Nous, on leur répond en toute transparence. On leur donne tout, on répond à toutes leurs questions qu'ils ont besoin. Et même les mois d'après, s'ils ont des questions, ils peuvent nous contacter pour qu'on puisse répondre à leurs questions. Et on fait un suivi aussi 3 mois après, on envoie un courrier pour savoir si les proches, par rapport à ce don d'organes, quel est leur ressenti et s'ils souhaitent un suivi avec la psychologue. Après, ça se fait pas forcément partout. Nous, c'est quelque chose qu'on a mis en place depuis cette année. Voilà. On est vraiment transparent sur ce qui se passe. Il peut y avoir un organe qui n'a pas été prélevé pour une raison X ou Y que le chirurgien a remarqué et on le dit quoi. On va même jusqu'à après donner des nouvelles en fait des personnes qui ont été greffées s'ils le souhaitent. Il y en a des familles qui ne souhaitent pas avoir des nouvelles après. C'est une question qu'on leur pose lors de l'entretien. Et c'est vrai que si malheureusement ça peut arriver au niveau technique, au niveau que l'organe s'est dégradé après le transport ou bien pour d'autres raisons, eh bien s'il n'a pas été greffé, malheureusement, on leur dit aussi parce que c'est quelque chose qui pour nous c'est important, c'est la réalité quoi. Sachant qu'on les prévient avant aussi que tout peut s'arrêter avant qu'on aille jusqu'au don d'organes et que l'organe peut malheureusement ne pas être greffé pour une raison. On a un travail d'ouvrir toutes les possibilités parce que c'est pas parce qu'on est parti dans la démarche du don d'organes que on arrive jusqu'au bout et qu'il y a toutes les personnes sont greffées. Eh oui. Faut vraiment qu'ils comprennent que notre but c'est d'aboutir à ce don d'organes comme l'aurait souhaité le patient, mais c'est vrai qu'il peut y avoir plein d'interruptions pour raisons multiples. Et il faut qu'ils soient préparés parce que quand ils sont partis dans ce don d'organes, ils peuvent aussi être déçus que ça n'aboutisse pas, quoi. Souvent, ça aboutit. Oui, bien sûr. Positif. Ah non, mais tout à fait. Mais c'est vrai que c'est important qu'ils soient. On leur dit tout. Oui, que ne vienne pas se greffer au drame, la déception, que ça n'ait pas pu avoir lieu, la projection de ce don et tout le sens qui peut y être mis d'ailleurs et qui rajoute peut-être une autre souffrance au chagrin existant. Et puis on est vraiment très proche d'eux parce qu'en fait ils nous voient depuis le début l'entretien jusqu'au dépôt du corps à la chambre mortuaire. On est disponible 24/24 parce que pendant cette procédure on est toujours présent et c'est vrai que c'est important qu'ils aient confiance. Et c'est pour ça que c'est important de leur dire toutes les étapes et ce qui se passe et pour qui, pourquoi. Oui, c'est une question de confiance. Est-ce que ici vous faites des greffes aussi? Non. Non, à Saint-Brieuc, on est vraiment que du côté prélèvement. D'accord. Nous ici, on fait pas de greffe. La greffe, ça va être que les centres hospitaliers universitaires. J'ai appris qu'en Bretagne, le taux d'acceptation du don d'organes était plus important qu'au niveau national. Est-ce que vous le constatez, vous aussi, dans votre activité? Alors, c'était vrai il y a, on va dire, avant le Covid. Et depuis le Covid, il y a quand même une augmentation du taux de refus, que ce soit au niveau national, même si la Bretagne reste encore plus bas que la moyenne nationale.
Alors vous qui savez mieux que quiconque l'importance de pouvoir prélever des organes vitaux pour prolonger des vies, qu'est-ce que vous auriez envie de dire pour sensibiliser les personnes qui nous écoutent? C'est important de donner aux autres et on peut se dire que dans sa vie, on a plus de chances d'être receveur que d'être donneur. Ah oui, on oublie ça. C'est très important aussi d'en parler. Parce que c'est vrai que des fois, les refus proviennent aussi du fait qu'il n'y ait pas de discussion dans la famille et qu'il y a un doute sur la décision qu'aurait prise cette personne. Donc, quand c'est clair et net, la discussion a été abordée de son vivant, c'est quand même beaucoup plus simple pour la famille. L'important, c'est de le dire à ses proches. C'est ça. Ouais, c'est ça. Le vrai message, c'est ça. L'important, c'est de le dire à ses proches. On passe comme message quand on fait de la sensibilisation au grand public, mais aussi pour les professionnels de santé, dans les écoles, enfin les lycées entre autres. C'est vraiment le message qu'on passe, c'est quelle que soit votre réponse, parlez-en. Et donc vous intervenez dans les milieux scolaires, auprès du personnel soignant. Vous allez aussi à la rencontre du grand public? Oui, alors parfois on fait des interventions grand public. On en a fait il y a pas longtemps avec la ville de Saint-Brieuc, une réunion publique. On a été à Uzel aussi il y a pas très longtemps. Et puis on intervient pour faire de la sensibilisation. On a fait le trail de la baie de Saint-Brieuc là, à Lyon. Voilà, on était présent toute la journée et puis on va parler avec les gens en fait. Voilà. Et à quelles questions vous êtes confrontés le plus souvent? C'est quoi qui interroge le plus les gens? Tous les gens nous disent mais de toute façon maintenant la loi dit qu'on est tous donneurs. C'est vrai. Ça c'est une réponse qui revient hyper souvent. Alors certes la loi a dit que on est tous donneurs sauf si on a dit qu'on était contre, mais nous dans tous les cas à chaque fois qu'on a cette situation de mort encéphalique et de don d'organes à l'hôpital, on ira toujours voir les proches de la personne pour savoir est-ce que la personne s'y était opposée, qu'est-ce qu'elle en aurait pensé. Pour nous, cet entretien, il est aussi obligatoire. Oui, donc c'est vraiment une question d'éthique au-delà de la disposition légale. Oui, parce que si on faisait de toute façon le contraire, ce serait contre-productif, quoi. De dire on va prélever tout le monde alors qu'on prend pas l'avis des gens s'il n'était pas inscrit sur le registre national des refus, alors qu'on sait qu'au final, il n'y a pas beaucoup de gens d'inscrits sur ce registre national des refus. Donc, ce serait contre-productif de faire ça au niveau national, ce serait catastrophique. Alors, je crois qu'il y a environ 6000 greffes par an de réaliser et que 1000 personnes décèdent chaque année avant de pouvoir bénéficier d'une greffe. Est-ce qu'il y a des besoins qui ont changé ces dernières années? Les derniers chiffres que moi j'ai retenus, c'est les greffes de poumons où il y a moins de demandes puisqu'il y a un traitement pour la mucoviscidose qui a été mis en place et qui fait qu'il y a moins de personnes en liste de greffe pour cette pathologie. Mais autrement, oui, évidemment, il y a des besoins qui sont plus élevés et qui augmentent tous les ans par rapport au nombre de greffes posées, d'organes proposés, quoi, en fait. Quand on parle de greffe, on parle pas uniquement de greffe pour les adultes, mais aussi de greffe qu'on appelle pédiatriques, c'est-à-dire les inscrits en attente de greffe qui ont moins de 18 ans. Donc ça inclut les enfants et même les tout petits. Mais on n'est pas sur les mêmes besoins. Heureusement, j'ai lu qu'on était sur environ 300 inscrits au niveau national à peu près. Sur les prélèvements, en fait, en vue d'une greffe pédiatrique sont beaucoup moindres au niveau des chiffres de besoins, en fait, et au niveau France. Et je sais que, par expérience, j'en avais discuté certaines fois avec Rennes, qui sont nos collègues et qui sont concernés par ces prélèvements pédiatriques. Eh bien, les personnes qui venaient en fait prélever les organes pour une greffe étaient de toute origine européenne en fait. Ah oui. Il y a un élargissement de la proposition qui est assez rare au niveau organes adultes, mais au niveau pédiatrique, il y a vraiment une cohésion de tous les pays européens, mais même en dehors, parce qu'il y avait l'Angleterre, je sais, dans ce sens. Donc, ça existe. D'accord. C'est clair que il y a, à mon avis, pas d'âge minimum. Maintenant, il y a beaucoup, heureusement pour les enfants, il y a beaucoup moins de besoins. Et du coup, c'est proposé à d'autres pays qui n'ont pas forcément la même opportunité d'avoir, en fait, cette possibilité de greffer des enfants.
Je vous propose de conclure cette discussion passionnante sur cette belle collaboration médicale européenne pour les greffes pédiatriques. Merci infiniment du temps que vous m'avez consacré. Merci à vous. Merci. Je vous propose pour finir cet épisode de retenir 5 clés. La première, c'est qu'il est systématiquement demandé aux proches s'ils connaissaient la position du défunt ou de la défunte sur le don d'organes. La seconde, le prélèvement d'organes est très respectueux du corps de la personne décédée. La troisième, les proches peuvent venir se recueillir auprès du défunt ou de la défunte une fois le ou les prélèvements réalisés. La quatrième, le prélèvement est réalisé par le chirurgien qui sera en charge de la greffe. Il se déplace avec son équipe jusqu'à l'hôpital où le prélèvement doit avoir lieu. Et la cinquième, retenez-la bien, parce qu'il est plus probable statistiquement que vous ayez besoin d'une greffe un jour dans votre vie, plutôt que vous soyez donneur ou donneuse. Alors, est-ce que ça ne vaut pas la peine de se prononcer pour le don d'organes ? Je vous laisse sur cette réflexion, parlez-en autour de vous et partagez le plus possible cet épisode. À bientôt! Si vous avez aimé cette rencontre, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux préférés. Plus nous serons nombreux à en profiter, plus ce podcast aura de sens. Et ça a l'air de rien, mais en donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute et en donnant un avis, ça aide à le faire connaître. Vous pouvez aussi retrouver tous les épisodes sur le site ainsivalavie.fr et vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. À très bientôt!